Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire AFPBN section addiction qui porte aujourd'hui sur le protoxyde d'azote. Voilà, on devait être deux avec mon collègue Amine Mediamina. Malheureusement, il a été retenu par quelque chose d'urgent, comme ça lui arrive régulièrement. Il s'excuse, il sera là probablement au prochain webinaire. On voulait aujourd'hui aborder une thématique qui est d'actualité, qui est la thématique du protoxyde d'azote, hein. Vous savez qu'il y a eu une loi récente là concernant l'interdiction de la vente. On va certainement en parler. Mais on voulait aborder cette question du protoxyde d'azote sous un angle médical, comme tous les webinaires de la FPBN, évidemment sous un angle addictologique. Donc, notre premier interlocuteur, notre premier invité orateur, le professeur Carilla, va répondre à la question est-ce qu'il existe une addiction au protoxyde d'azote de la même façon qu'il peut exister une addiction à l'alcool ou aux opioïdes. Et toujours pour prolonger cette question, on a la chance comme deuxième interlocutrice d'avoir la professeure Caroline Vigneault du CHU de Nantes, qui est la référente sur la dictovigilance du protoxyde d'azote au niveau national et qui nous dira un peu quelle est la vision macro rapportée au niveau des centres d'addictovigilance sur la dangerosité et les risques addictifs du protoxyde d'azote. Et puis on terminera donc le webinaire avec le troisième intervenant, le docteur Christophe Rioux, qui est urgentiste de formation et maintenant médecin addictologue, et qui s'intéresse beaucoup notamment aux conséquences neurologiques du protoxyde d'azote et à tous les éléments de bilan biologique qui sont associés à ces atteintes neurologiques. Voilà. Donc je remercie d'ores et déjà nos trois participants, nos trois intervenants, et on va donc laisser la parole au professeur Carilla. Je vous invite à poser vos questions sur le chat et on y répondra à la fin de ce webinaire. À tout à l'heure, Laurent, merci beaucoup, c'est à Merci à toi. vous. Merci beaucoup. Donc, euh, merci infiniment, Benjamin et Roland et Amine Benyamina de m'avoir invité à ce webinaire sur le protoxyde d'azote, qui est un sujet d'intérêt pour moi. Donc, je vais vous parler du protoxyde d'azote et des risques addictifs de ce produit. Donc, vous connaissez tous et toutes les indications du protoxyde d'azote. C'est d'abord des indications analgésiques dans certaines situations médicales et chirurgicales, et notamment un adjuvant d'anesthésie. Mais son utilisation est détournée, comme on le sait, avec différents systèmes. Les crackers, les douilles, les bonbonnes et les ballons de baudruche qui sont utilisés, c'est un peu la paraphernalia du protoxyde d'azote. Donc, c'est ces éléments qui sont la base de la consommation. Donc, le mode de consommation, c'est inhaler le gaz par le biais d'un ballon après avoir craqué une cartouche. Et ces ballons sont des produits bon marché et qui sont très accessibles en fait sur les commerces, dans les commerces de proximité, mais aussi et surtout sur Internet. Et les jeunes ont bien compris que Internet était une mine pour eux et donc se repassent les plans, notamment par les réseaux sociaux comme Snapchat, comme WhatsApp, comme aussi Telegram, etc. Donc les grands chiffres, je ne rentre pas dans les détails, mais la moyenne d'âge des consommateurs, c'est plutôt des 22 ans, autour de 22 ans, avec une augmentation de cas chez les mineurs qui sont encore mal définis, mais on commence à avoir une vision un peu géographique des choses sur les populations jeunes. 58% des consommateurs sont des hommes en 2021. Il y a cette notion de complications neurologiques de plus en plus importante et on voit ces jeunes être admis et hospitalisés dans les services de neurologie parmi des personnes qui sont beaucoup plus âgées, qui font des accidents neurologiques type AVC, etc. Clairement, le protoxyde d'azote, je ne rentre pas dans les détails parce que ça va être évoqué. Il y a une interaction avec la vitamine B12, donc il y a cette inactivation de la vitamine B12, une inactivation enzymatique, une hausse des taux sériques de méthylcystéine et d'homocystéine, et une chute de L-méthionine avec une production qualitative et quantitative d'ADN. Mais vous aurez un super topo sur la biologie tout à l'heure. L'usage récréatif est détourné, donc comme j'ai dit, on est plutôt dans le collégien, lycéen, étudiant, avec des effets vraiment rapides. Ce côté hilarant, c'est un côté un peu hypocrite de l'histoire, mais l'idée de la consommation chez ces jeunes, c'est un effet rapide, euphorisant,
avec une sensation d'ivresse, de désinhibition et d'exaltation. Et dans les cas, on va dire, un peu plus rares, on peut avoir des hallucinations, voire des distorsions visuelles, auditives et une dissociation. Mais vraiment, le gros des symptômes, c'est, enfin, des symptômes qui sont positifs et des effets recherchés, c'est l'euphorie, l'ébriété, la désinhibition. Mais on sait que dans les cadres d'intoxication aiguë, on a des complications qui peuvent arriver rapidement, hein, comme des vertiges, des acouphènes, des chutes de sa hauteur, et chez certains, des attaques de panique. Et dans de rares cas, on peut avoir des pertes de conscience. Les complications neurologiques en aigu dépendent vraiment de l'histoire de la B12. Donc, c'est un déficit préexistant. Il peut avoir des complications neurologiques. Si c'est faiblement ventilé, il peut avoir des complications neurologiques. Si les doses sont élevées, il peut avoir des complications neurologiques. Et on a vu ce changement de modalité de consommation de cartouches aux bonbonnes arriver tout doucement dans le paysage des consommateurs de protoxyde d'azote. Et bien sûr, si les consommations sont répétées, il peut avoir des complications neurologiques. En aigu toujours, ce qu'on a revu, et via les urgences, via les consultations d'addictologie, il y a eu des cas d'asphyxie, il y a des cas fréquents d'irritation des voies aériennes supérieures, des troubles digestifs, hein, aspécifiques, mais il existe des troubles digestifs, et des brûlures par le froid dues au gaz. En chronique, on est vraiment dans la situation où là, on va ça va être la résultante d'une hypoxie cérébrale et d'une neurotoxicité induite par le déficit en B12, donc avec des troubles neurocognitifs qui sont potentiellement irréversibles ou séquelaires, hein, et des symptômes neurologiques qui ressemblent vraiment aux symptômes neurologiques de neuropathie Guillain-Barré-like, avec des paresthésies, une faiblesse musculaire bilatérale, des troubles de la marche, une hyporéflexie, une myélopathie, avec une dégénérescence combinée subaiguë avec des troubles neurologiques classiques de la myélopathie. L'encéphalopathie est plus rare et on voit dans la littérature que ces troubles peuvent quand même apparaître rapidement, hein, jusqu'à 6 mois après l'arrêt de la consommation chronique. Et en fait, ce warning neurologique, c'est vraiment notre warning de collaboration avec les neurologues et avec les kinés. Enfin, il faut vraiment mettre en place un programme de soins très, très structuré parce que le suivi uniquement sur un côté du problème, ça ne va pas suffire. On retrouve aussi des atteintes hématologiques, donc enfin, vraiment le bilan classique, hein, bilan biologique classique chez nos consommateurs de protoxyde d'azote. Et il y a des troubles cardiovasculaires, donc il y a un bilan cardiologique aussi minimal à envisager. Sur le plan psychiatrique, c'est complètement aspécifique, mais on retrouve en consultation des gens qui viennent pour dépression, des gens qui ont fait des épisodes délirants aigus. Là, actuellement, j'ai une interne qui travaille sur cette question-là des épisodes délirants aigus post-proto. Donc, il y a de plus en plus de cas rapportés, en tout cas, même si on ne peut pas en faire une généralité, mais c'est possible, cet épisode de pharmacopsychose. De la paranoïa induite, après, dans le cadre de consommation chronique, et bien sûr, le risque suicidaire à toujours évalué. Alors, le syndrome de sevrage, il y a des descriptions dans la littérature, avec des signes, encore une fois, pas spécifiques, hein, avec des nausées, des vomissements, des sueurs, une tachycardie, des tremblements, des troubles du sommeil, des hallucinations, des insomnies, voire des convulsions. Et la question du trouble addictif, c'est une question qui se pose là actuellement chez les chercheurs cliniciens. Est-ce qu'il existe une addiction au protoxyde d'azote? Et donc, en fait, les séries de cas sont évaluées sur les critères du DSM-5 et on voit critère après critère ce qu'on retrouve. Ce qu'on retrouve, c'est plutôt chez des gros consommateurs de protoxyde d'azote, on retrouve beaucoup de critères de troubles d'usage de substances. On retrouve chez les gros consommateurs qu'ils en consomment plus que prévu, ils perdent plus de temps à consommer, avec une utilisation qui est potentiellement physiquement dangereuse, qui consomment dans des situations à risque, et notamment, on a vu des cas répétés de conduite au volant, de conduite en voiture, pardon, ou sur un scooter après être intoxiqué. La présence de problèmes sociaux et interpersonnels sont mis en évidence. Et les questions qui se posent dans la littérature, c'est est-ce qu'il y a une poursuite de la consommation en connaissant les conséquences négatives de cette consommation? Est-ce qu'il y a une incapacité à réduire ou à arrêter cette consommation? Est-ce qu'il y a un phénomène de tolérance? Est-ce qu'il y a un craving? Probablement que ces questions
ont une réponse, ils sont dose et effet dépendants, mais il faut encore investiguer cette question. En tout cas, ce qu'on voit en consultation, en pratique de consultation, c'est que des gros consommateurs réguliers, ceux qui consomment beaucoup régulièrement, ils présentent énormément de signes de troubles d'usage de substances. Et donc, on pourrait parler de troubles d'usage de substances, de troubles d'usage de protoxyde d'azote, d'intensité modérée à sévère chez ces personnes. Le pronostic est extrêmement variable. Là, on a une amélioration qui est graduelle, hein, ça dépend. Ça dépend. Il y a des changements qui peuvent être minimes, voire inexistants le premier mois de traitement et qui peuvent s'intensifier les mois suivants. On peut avoir une amélioration partielle dans 95 à 97% des cas dans le cadre d'un programme de soins très structuré. Et on peut retrouver des séquelles neurologiques dans un tiers des cas, même après des mois de traitement et d'abstinence. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Caroline. Merci, merci Laurent. Donc moi, je suis le professeur Caroline Victory-Vigneault. Je suis responsable du Centre d'addictovigilance des Pays de la Loire de Nantes et responsable du suivi d'addictovigilance pour la NSM du protoxyde d'azote. Donc je vais vous présenter un petit peu les données d'addictovigilance du protoxyde d'azote, qui est une molécule qu'on suit depuis de nombreuses années. Alors, j'ai appelé ma présentation Histoire d'une alerte, parce que du coup, Laurent vient de vous présenter toutes les complications qu'on pouvait trouver, comment les a-t-on identifiées en France et quelle a été la communication qui a été faite, donc l'histoire d'un signal et d'une alerte. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire quelques mots sur l'addictovigilance. L'addictovigilance en France, c'est une vigilance sanitaire officielle qui est coordonnée par l'ANSM. Et ça consiste en la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque d'abus, d'usage détourné et de pharmacodépendance liée à la consommation de toute substance psychoactive, qu'elle soit médicamenteuse ou non, à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac. Notre rôle en réalité, c'est d'identifier des signaux, d'alerter, de caractériser les problématiques qu'on identifie et d'informer les autorités de santé et d'informer les professionnels de santé et dans certains cas les populations cibles. Alors l'addictovigilance est constituée d'un réseau de 13 centres qui sont des centres de pharmacologues qui sont situés dans les principaux CHU en France et chacun ayant une région qui lui est propre. Alors, on travaille à partir de deux types de données. D'abord, des notifications de professionnels de santé. Et puis, on a développé un certain nombre d'outils épidémiologiques dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que dans ce que je vais vous présenter, c'est surtout l'évaluation clinique, l'analyse des notifications que je vais vous présenter. Et ce qu'il faut bien comprendre dans les chiffres que je vais vous présenter, c'est qu'il s'agit de notifications qui sont faites dans le cas du protoxyde d'azote par des professionnels de santé à partir de la situation d'un patient, c'est-à-dire un patient qui a justifié une consultation et le médecin ou le professionnel de santé a notifié cette situation. Donc, ça ne représente absolument pas l'ensemble des consommateurs en France et on n'a pas toutes les complications et notamment les complications les plus les moins sévères, type les vomissements, les choses comme ça, nous, dans nos notifications, c'est celle qu'on trouvera le moins. Et vous rajoutez à ça la sous-notification qui est extrêmement connue dans toutes les vigilances sanitaires. Donc ça, c'est bien pour vous expliquer l'interprétation que je vais avoir des cas. C'est ces cas-là, c'est pas de la consommation générale dont je vais parler. Alors, les enjeux d'une vigilance sanitaire telle l'addictovigilance, d'abord, c'est de recueillir les données nécessaires à l'évaluation. Donc, sur la petite marguerite qui est présentée à droite, vous voyez qu'on a un certain nombre de réseaux. On travaille avec beaucoup d'intervenants pour pouvoir arriver à recueillir un maximum de données. Et puis, notre enjeu, c'est d'informer. Informer les professionnels qui vont s'adresser à nous, soit dans le cadre d'une notification, soit dans le cadre d'une question pour avoir une approche, une réponse qui soit individuelle et personnalisée sur le sujet qu'ils prennent en charge, et puis une activité de veille sanitaire au niveau populationnel avec notamment les expertises nationales, les enquêtes sur une substance pour être capable de répondre à un certain nombre de questions et c'est ça que je vais vous présenter concernant le protoxyde d'azote. Alors, comment est né et comment a-t-on évalué le signal protoxyde d'azote?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, c'est le médicament Méopa, c'est-à-dire mélange équimolaire oxygène protoxyde d'azote, qui était sous surveillance. Pourquoi? Parce que en 2004, lors de l'application du décret rétrocession, il avait été décidé de maintenir dans la réserve hospitalière ce médicament qui est utile pour les analgésies de courte durée dans les actes douloureux. Or, il y avait un certain nombre de demandes de sortie de la réserve hospitalière de ce médicament, et notamment par les médecins de montagne. Et donc, il y a eu un gros travail de fait pour arriver en 2009 à la sortie de la réserve hospitalière du mélange équimolaire oxygène protoxyde d'azote, moyennant un plan de gestion de risque qui incluait un suivi d'addictovigilance, parce que le risque d'abus et de dépendance était déjà identifié dans le résumé des caractéristiques du produit. Et donc, j'ai pris la responsabilité de ce suivi du Méopa. Et c'est dans le cadre de ce suivi que j'ai vu arriver des notifications d'utilisation de cartouches. Donc, le cartouche, on parle de quelque chose qui n'est pas médicamenteux, qui était les cartouches pour les siphons à chantilly, donc un additif alimentaire. Jusqu'en 2018, ces notifications étaient très sporadiques. Néanmoins, il y avait déjà des cas de dépendance qui étaient notifiés avec des utilisations quotidiennes de ces cartouches et des conséquences sur la santé. Et c'est en 2017 qu'il y a eu la notification du cas d'un jeune homme de 24 ans qui avait une myélite cervicale aiguë, qu'il a été demandé la séparation du suivi du médicament qui, lui, ne posait pas problème, et le suivi du gaz non médical. Et donc, c'est vraiment de ça que je vais vous parler. Sur la droite de cette diapositive, vous voyez donc à partir de 2018, enfin 2019 exactement, je ne sais pas si on voit mon pointeur, l'augmentation exponentielle des cas qu'il y a eu au niveau du réseau d'addictovigilance, et donc l'apparition vraiment de ce signal. Et en plus de cette augmentation quantitative, qui est très nette sur le graphique de cette diapositive, on a vu une augmentation qualitative des cas, à savoir que la proportion des cas graves a augmenté, et puis de nouveaux effets ont été notifiés et identifiés. Alors, je vais vous décrire un petit peu nos notifications. Alors, bien sûr, ce gaz, donc vous l'avez vu, est suivi depuis des années. Les notifications, on en a énormément, puisqu'on a aujourd'hui, je pense, le plus grand recueil de cas, puisqu'on a plus de 1400 cas à l'heure actuelle qui ont été notifiés en addictovigilance. Donc, ma description va être la description des cas aujourd'hui, et je vais vous dire ce qui a changé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les notifications concernant le protoxyde d'azote, ce sont des notifications qui sont médicales, hospitalières, et qui sont dans la majorité des cas graves. Les sujets qui sont sur ces notifications, aujourd'hui, les femmes représentent 50% des notifications. Alors, Laurent disait tout à l'heure qu'il y avait 60%, c'était vrai. Cette proportion de cas, enfin de la présence de femmes a augmenté au fur et à mesure des années, et en 2023, en effet, on est à la moitié d'hommes-femmes. L'âge moyen a toujours été de 22 ans, et ça, il n'a pas bougé. Et les mineurs représentent une notification sur 10 dans les notifications d'addictovigilance. En ce qui concerne le protoxyde d'azote et la consommation, les bouteilles représentent aujourd'hui 9 cas sur 10 quand c'est renseigné. Il faut savoir qu'au départ, c'était un peu inversé. Il y avait les cartouches, mais aujourd'hui, les cartouches sont extrêmement minoritaires. La fréquence de consommation est quotidienne dans la moitié de nos notifications. Ça aussi, ça a augmenté depuis le début du suivi. Et la moyenne, c'est depuis un peu plus d'1 an. Les doses élevées, quand la notion de dose est renseignée, elles sont très élevées dans 9 cas sur 10. Alors, on considère, nous, très élevées quand c'est plusieurs dizaines, l'équivalent de plusieurs dizaines de cartouches par jour ou par occasion. Il n'y a pas ou peu de substances associées hors le tabac dans 7 cas sur 10 lorsque c'est renseigné. Et après, on essaie d'investiguer si la consommation a lieu dans un cadre festif ou non festif. Alors, il faut savoir que peu de nos notifications sont renseignées, puisqu'on a 1/5 de nos notifications qui sont renseignées sur ce cadre d'utilisation. Mais quand c'est renseigné, dans la moitié des cas, la consommation aujourd'hui n'a plus lieu dans un cadre festif. De ce fait,
Les effets recherchés, quand cette notion est renseignée, dans la moitié des cas ne sont pas positifs, c'est-à-dire qu'on a des contextes de consommation péjoratifs, dans des contextes de violence, dans des contextes de mal-être importants, au-delà de l'effet positif qui était initialement le plus recherché. Les conséquences que nous retrouvons dans nos notifications, c'est ce que vient de détailler Laurent. La première conséquence, nous, qui est notifiée en addictovigilance, c'est les troubles de l'usage ou les critères associés dans plus de 9 notifications sur 10. Alors, troubles de l'usage, c'est-à-dire des notifications d'abus, de pharmacodépendance, d'addiction, enfin, tous les mots que l'on peut avoir, nous, dans nos systèmes de cotation. Et les critères associés, c'est l'utilisation de fortes doses ou l'utilisation quotidienne. La deuxième conséquence qui est la plus rapportée, ce sont les troubles neurologiques dans plus de 8 notifications sur 10. Et puis, derrière, vous avez les troubles psychiatriques dans 1 cas sur 10 et les manifestations cardiovasculaires, j'en reparlerai dans 1 cas sur 10. Les troubles psychiatriques, les troubles les plus rapportés sont des symptômes psychotiques. La prise en charge addictologique dans nos notifications, on la retrouve proposée dans moins de 2 notifications sur 10, avec une notion de refus de cette prise en charge dans plus d'une notification sur 10. La notion de rechute et récidive est en augmentation dans nos notifications. En ce qui concerne les aspects biologiques, mais ça, l'intervenant suivant en parlera, la carence en vitamine B12 qui était classiquement très retrouvée au début du suivi, aujourd'hui n'est retrouvée que dans 4 cas sur 10 des cas pour lesquels le dosage a été fait, et ça a diminué. Inversement, l'hyperhomocystéinémie, aujourd'hui, alors elle n'est pas toujours réalisée, mais dans les cas où le dosage est réalisé, elle est dans la très large majorité des cas rapportée. Alors, nous avons publié bien sûr ce suivi et cette publication-là mentionne l'augmentation du nombre de notifications de manière exponentielle et l'évolution des complications rapportées. Alors, en ce qui concerne les actions que nous avons eues, la première, donc au-delà de la publication qui résume le suivi, la première chose qui a été publiée, c'est l'alerte. Dès 2019, donc vous avez vu, on avait moins de 40 cas, on a publié des alertes en disant « Attention, on est en train d'avoir une augmentation des complications rapportées avec le protoxyde d'azote, c'est totalement inédit pour nous. » Les deuxièmes choses qu'on ait publiées, c'est la description du suivi, l'évolution des complications. Donc, 2 articles mentionnent l'évolution, l'évolution de ce suivi d'addictovigilance. Et dans le deuxième papier-là, nous montrons qu'en fait, on n'a pas vu de fléchissement dans la courbe des notifications, malgré les communications importantes de notre part, de la part des autorités de santé, et malgré la loi de 2001 qui réduisait l'accessibilité au protoxyde d'azote. Et puis enfin, nous avons publié 2 articles sur un focus sur des complications qui étaient donc plus discutées. Alors le premier focus, c'est, vous voyez, un article, oui, l'addiction au protoxyde d'azote, pour nous, elle existe pour 3 raisons. D'abord, elle est historique. Depuis le début de l'utilisation par Oral Swell du protoxyde d'azote, on parle de l'addiction. Deuxièmement, elle est pharmacologiquement très plausible, puisque l'orateur suivant vous présentera le mécanisme d'action, mais le protoxyde d'azote agit sur des circuits dont certains qui sont impliqués dans les processus addictifs. Et puis troisièmement, nous, dans nos cas, c'est la première complication qui est rapportée et on a des cas avec tous les items dont parlait Laurent Carilla tout à l'heure du DSM qui sont positifs et donc cliniquement, nous, cette addiction, on la retrouve. Et le deuxième article, c'est sur les complications qui ont été plus récemment identifiées, à savoir les troubles cardiovasculaires, particulièrement les manifestations thromboemboliques. Donc là aussi, nous avons publié un article et puis nous sommes en train de diffuser une alerte là-dessus. C'est-à-dire qu'on trouve des complications thromboemboliques, particulièrement dans la majorité des cas veineuses, chez des sujets jeunes qui, dans la majorité des cas, n'ont pas de facteurs de risque associés. Alors ensuite, je vais aller très vite. Le réseau d'addictovigilance a eu une communication sans précédent concernant le protoxyde d'azote. D'abord, une communication nationale. Donc, vous retrouvez sur cette diapositive-là, sur la partie gauche, 2 alertes de communiqués qui ont été faits par l'Association française des centres d'addictovigilance, un dès 2019 et un en 2022, pour alerter sur cette augmentation inédite des cas. Nous avons édité 2 bulletins qui sont présentés en haut à droite
pour faire connaître cette problématique du protoxyde d'azote. 4 articles nationaux ont été publiés. Nous avons fait de nombreuses présentations à la NSM et puis plusieurs centres ont été auditionnés dans le cadre de la mise en place des différentes réglementations et lois sur le protoxyde d'azote. Et par ailleurs, là je parle des communications d'addictovigilance, mais il est évident que les autorités sanitaires, la NSM, la MILDK, la DGS, l'ANSES, ont aussi énormément communiqué et relayé ces informations de manière extrêmement large. Au niveau international, au-delà des 7 articles dont je vous ai parlé sur cette communication-là, nous avons participé au rapport européen donc de l'EMCDDA, qui a été fait en 2023 sur l'usage détourné du protoxyde d'azote, et un chapitre sur les données françaises a été écrit et figure dans ce rapport. Et nos données ont été aussi transmises pour le rapport de l'OMS sur ce sujet. Nous avons eu aussi une communication régionale et territoriale sans précédent. Chaque centre, dans tous les 13 centres d'addictovigilance, ont énormément communiqué sur le sujet. Au niveau réglementaire, donc les lois, on a dès 2021 la loi qui interdisait la vente aux mineurs, et puis un arrêté en 2023 qui limitait la vente à 10 cartouches à tout individu, et puis la position d'une mention mentionnant le risque sur tous les contenants. Et puis la semaine dernière, donc cette proposition de loi qui vise à restreindre la vente uniquement aux professionnels impliqués dans la cuisine pour le gaz non médical. Donc en conclusion, je dirais que il y avait un enjeu de santé publique. On a été capable, le réseau d'addictovigilance, de repérer de manière précoce et d'alerter, et on a pu d'ailleurs transmettre des données au niveau européen, d'identifier les complications médicales grâce à l'analyse de nos cas et d'avoir une grande réactivité. Et donc, on se rapproche un peu du concept de pharmacologie sociale avec cette information très large qui a été faite. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site d'addictovigilance dont l'adresse figure sur cette diapositive. Je vous remercie de votre attention. On va me donner la main. Alors, la suite. Bonjour à tous. Donc, Dr You, effectivement, j'interviens en tant qu'addicto sur les ESA de l'hôpital neurologique. Et donc, j'ai la chance de côtoyer beaucoup de patients dans des états graves, vraiment, vraiment graves, suite à des intoxications, généralement chroniques au protoxyde d'azote. Je confirme que mes collègues neurologues constatent que c'est un élément tout à fait nouveau qui atteint surtout les jeunes. Vraiment, c'est des jeunes. J'ai un cas d'un jeune de 16 ans qui a été hospitalisé en neuropédiatrie. C'est quand même une cause évitable, hein. C'est-à-dire que cette intoxication induit des troubles avec une part de cause évitable et on voit une émergence très forte en 3 ans. On voit tout à fait une augmentation de consommation des doses hein, qui va avec l'idée d'une tolérance, c'est-à-dire que pour avoir les mêmes effets, les gens augmentent les doses. Et puis, on va voir un peu l'enjeu de la vitamine B12, comme vous l'a dit mes collègues. La vitamine B12 n'est probablement pas un très bon indicateur, puisque dans 4 cas sur 10, elle paraît normale, et je tenterai de vous expliquer pourquoi. Alors, si on reprend un peu l'effet du proto, en fait, on constate qu'au niveau cérébral, il y a des actions. Il y a des actions qui sont des actions sur les structures corticales, c'est-à-dire que lorsqu'on essaye de voir ce que fait le proto, d'abord, c'est pas facile parce que c'est une toute petite molécule, hein, N2O, donc 3 atomes. Donc, c'est quelque chose de difficile à tracer. Donc, on essaye, il y a des études qui ont essayé de les tracer, de voir un peu ce que ça fait. Donc, ça se fixe sur des structures corticales impliquées donc, dans des fonctions cognitives complexes. Alors, vous me direz sans doute, toutes les substances psychoactives altèrent les fonctions corticales et cognitives, mais là, probablement un peu plus. Le premier effet qui a été décrit, c'est un effet opioïde-like. Donc, opioïde-like, pourquoi? Parce qu'on constate qu'il se fixe sur des récepteurs opioïdes mu, et donc, par là même, par l'action neurofrénateur des neurones GABA, ça induit une hyperactivité DOPA et donc un effet psychoactif apprécié des jeunes.
L'autre effet qui a été décrit, c'est un effet GABA-like et NMDA-like, sans doute aussi assez facile à mettre en évidence parce que justement, d'un point de vue de la recherche fondamentale, les récepteurs NMDA sont assez faciles à mettre en évidence, et puis c'était une nouvelle découverte de récepteurs, donc beaucoup de tentatives de stimulation de ces récepteurs ont été mis en évidence. Donc il y a aussi un effet qu'on pourrait dire kétamine-like. Donc à retenir, hein, parce que c'est sans doute ce qu'apprécient un peu les patients, c'est un effet opioïde-like et un effet kétamine-like. Donc ça rejoint cet effet de plaisir, de bonheur, de sensations un peu intenses, euphorisant, et puis chez certains patients, un effet aussi relaxant et pourquoi pas de déconnexion. Alors, le deuxième effet, c'est pas un effet psychoactif. C'est bien ça qu'il faut comprendre, en fait, dans la difficulté du protoxyde, c'est qu'il y a un effet psychoactif, et puis il y a un effet que moi j'appelle vitamino-carentiel. Donc, vous connaissez tous le scorbut, hein, l'histoire des carences en vitamines pour les navigateurs avec Christophe Colomb. Bah, ils n'avaient pas assez de vitamines et ils faisaient des problématiques de santé. Vous connaissez les carences en vitamine D qui créent le rachitisme. Eh bien, la carence en vitamine B12, ça existe. Alors, le plus classique qu'on a appris en médecine, c'est l'anémie de Birmer. C'est un défaut d'absorption de la vitamine B12 au niveau digestif. Mais là, on est dans un autre processus. C'est, retenez bien, parce que ça aura beaucoup d'importance, c'est une inactivation. Je le répète, c'est une inactivation. Donc la vitamine B12 est définitivement altérée et inactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut peut-être doser la vitamine B12, on la trouve, mais en fait elle est inactive. Donc ça a de l'importance pour ce que vous allez comprendre par la suite. Donc effectivement, quand la vitamine B12 n'est pas active, eh bien, il y a des cascades enzymatiques qui ne fonctionnent plus, ce qui explique d'une part l'augmentation de l'homocystéine et d'autre part l'augmentation de l'acide méthylmalonique. Donc c'est pour ça qu'on détecte une augmentation de l'homocystéine et de l'acide méthylmalonique. Alors l'acide méthylmalonique est très important sur toutes les réplications d'ADN et l'homocystéine, ça intervient dans les gaines de myéline, mais aussi c'est un facteur thrombogène. Ce qui explique que l'augmentation de l'homocystéine chez des patients qui consomment du tabac et qui consomment du cannabis augmente de manière majeure leur risque vasculaire et font des accidents thromboemboliques. J'ai le cas d'un patient qui a fait un AVC sous proto. Alors, retenez bien, voilà, c'est l'inactivation de la vitamine B12. Voilà, donc c'est ce que je disais. La B12 n'est probablement pas un très bon indicateur. La B12 n'est qu'un élément, mais ce qu'il faut analyser, c'est la conséquence de l'inactivation avec deux produits, l'acide méthylmalonique et l'homocystéine. Donc, pour essayer de vous montrer un peu ce que ça fait chez un patient au début, voilà ce qui se passe. En situation normale, nous avons tous un stock hépatique, c'est-à-dire que vous avez de la vitamine B12 qui est au niveau hépatique et cette vitamine B12 est utilisée régulièrement par le cerveau, par d'autres processus, notamment pour l'hématopoïèse. Et cette B12 est régulièrement amenée par votre alimentation. Alors, quand vous consommez une B12, ben voilà ce qui se passe. Votre stock de B12, vous en détruisez une partie. C'est tous les petits smileys qui sont en train de bouder. Donc, vous voyez qu'il y a une bouteille de protoxyde, une petite flèche, et vous détruisez une partie du stock. Bon, si vous en prenez de manière répétitive, ben régulièrement, vous allez détruire dans le temps votre stock de B12. Et puis, finalement, vous allez vous approcher d'une consommation chronique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on constate qu'il y a des syndromes un peu dépressifs, c'est souvent dans un contexte un peu triste où on note un déclin cognitif, ce qui crée une dysthymie, peut-être une carence d'apport ou un apport désactivé, et il y a un effondrement du stock fonctionnel de la B12. C'est à partir de là qu'on constate une carence d'apport neurologique. Et dans plein d'études, et on le constate sur les patients, on constate
l'apparition de protosignes, c'est-à-dire des gens qui commencent à avoir des petits picotements, des petites choses, des petits signes, un déclin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, finalement, au fur et à mesure que vous n'avez plus de stock, eh bien, le protoxyde va dire, on va chercher un autre endroit où on peut trouver de la vitamine B12 à désactiver, et notamment dans les neurones. Et donc là, s'inverse le mécanisme de régulation de la vitamine B12, et il y a un processus que j'ai appelé la vampirisation neurologique, c'est-à-dire que la vitamine B12 des neurones est détournée au profit du protoxyde d'azote qui désactive la vitamine B12. Et je le redis, qui désactive la vitamine B12. C'est-à-dire qu'elle est peut-être encore un peu dosable pour certains patients. Et c'est ce qui se passe. Alors vous allez me dire, ok, dans le cadre de la réduction des risques et des dommages, il suffit de leur apporter de la vitamine B12. Et bien ça a été testé dans des cohortes, et en fait, ça ne marche pas très bien. Pourquoi? Parce que, en fait, dans cette idée, vous apportez de la vitamine B12, mais le protoxyde, s'il continue à être consommé, vous avez non plus une vampirisation neurologique, mais une vampirisation alimentaire. Vous n'apportez toujours pas de vitamine B12 à votre cerveau, qui est déjà en carence. Donc, il se poursuit une crise neurocarentielle et poursuite des symptômes neurologiques. Donc, dans l'histoire, c'est un peu ce qui se passe. Donc, voilà typiquement les patients qu'on a pu voir à l'hôpital neurologique. Vous voyez la flèche en bas, c'est l'augmentation des consommations. On consomme d'abord, augmentation des doses. Alors, avec deux styles de patients, ceux que j'identifie, les chroniques thérapeutiques et les fiestas à la bonbonne, c'est deux catégories de patients. Eh bien, finalement, ils commencent à avoir des petits signes qu'on pourrait qualifier mineurs, difficulté à récupérer, vomissements céphalées, et puis s'installe une espèce de déclin cognitif, un état un peu dépressif, mais on ne sait pas trop parce qu'on ne connaît pas leur état de base. Et puis souvent, ils déclarent, donc ce qui est en orange, ce que moi j'appelle des protosignes, avec PIF pour les retenir, hein, picotement, instabilité, faiblesse, qui sont des signes qui doivent franchement alerter. Et puis ensuite apparaissent, plus il y a de consommation, des signes graves, ce qu'on appelle la sclérose combinée de la moelle ou la polynévrite sensitivo-motrice. Et pourquoi au début ça ne se met pas tout de suite? Parce que ce sont des jeunes et ils mettent en place une suppléance neurologique, c'est-à-dire que le déficit neurologique léger qu'ils ont compense par une suppléance visuelle. Donc finalement, tout l'enjeu, c'est d'essayer d'estimer la réalité de la carence en B12, l'état du stock, à la fois du stock global et du stock neurologique. Et voilà une étude intéressante. Hein. Vous voyez que sur une population des Pays-Bas, 251 patients et juste 40% avaient un taux de vitamine B12 bas. Et en fait, ceci pour vous dire que ceux qui ont un taux de vitamine B12 normal ont en fait une B12 qui est désactivée. Elle n'est pas fonctionnellement efficace. Et finalement, le seul élément qui permet d'estimer l'importance du retentissement neurologique et du retentissement métabolique de la carence, c'est l'acide méthylmalonique et l'homocystéine. Et voilà deux cas en pratique, hein, donc de dossiers qu'on a suivis. Un patient qui a une vitamine B12 à 210, donc elle est normale, mais vous voyez que l'homocystéine est franchement augmentée, l'acide méthylmalonique est augmenté, et ce patient, finalement, son diagnostic, c'est une myéloneuropathie toxique avec une myélite cervicale de C3 à C6, donc une sclérose combinée de la moelle. Donc la B12 n'est pas un bon indicateur. Un autre élément, hein, une vitamine B12 qui est à 187, donc vraiment à la limite inférieure, pour lequel on pourrait dire, mais monsieur, votre vitamine B12 n'est pas si basse que ça, donc on est peut-être à l'abri de quelque chose. Mais en fait, vous voyez qu'il a une homocystéine très augmentée, un acide méthylmalonique très augmenté aussi, et ce patient a une polynévrite sensitivo-motrice très sévère, longueur dépendante, sans atteinte médulaire. Mais donc, vous voyez que la B12 n'est pas un très bon indicateur. Et à l'inverse, l'homocystéine et l'acide méthylmalonique sont des éléments. Alors,
la question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prendre en charge ces patients? Eh bien, l'intérêt qu'on pourrait avoir, c'est de dépister des patients plus tôt, hein, et de dire, mais monsieur, si vous avez un acide méthylmalonique et un homocystéine très augmenté, ça veut dire qu'au niveau métabolique, vous allez dans le mur. Donc, ça permet sans doute d'être un peu pronostique sur les états à venir. Parce que les patients, ils savent, hein, ils sont à peu près au courant, ils sont au courant de ce qui leur arrive. Bien, donc l'enjeu qu'on peut avoir là dans les prochaines années, c'est essayer de se poser la question de trouver des éléments fonctionnels et des éléments biologiques pour essayer de dépister des patients plus tôt et de leur dire, vous consommez certes, mais vous avez une consommation à risque ou une consommation qui va partir dans le mur. Et personnellement, je formule beaucoup d'inquiétudes sur le protoxyde puisque ça a un effet neuroplégique, neurocarentiel. Et vous en avez l'illustration là juste devant vous avec un dessin de l'horloge. Hein. C'est 2 patients qui ont une intoxication chronique au protoxyde, vus à distance de l'arrêt, qui conservent au test à l'horloge des difficultés neurologiques pour réaliser ces tests. Donc, l'enjeu à venir, ce serait de pouvoir dépister ou de proposer un dépistage plus facile. Alors, je suis en train de chercher, de voir si l'homocystéine ne peut pas se doser de manière plus facile, parce que actuellement, ça ne se fait de manière remboursée qu'à l'hôpital. Voilà. Il me reste quelques secondes pour convier à l'ensemble de mes collègues de monter sur scène pour les questions. Merci à tous. Voilà, merci beaucoup Christophe. D'abord, je vous remercie tous parce que j'ai rien eu à faire. Parce que vous êtes passé la parole les uns après les autres et puis Christophe a pris le rôle de président là. Je vais me faire juste le porte-parole donc des questions. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Alors, Christophe, tu as déjà répondu à la toute première. Est-ce que c'est dosable et remboursé en labo de ville? Donc, si j'ai bien compris, la réponse est non. Oui, je confirme que ce n'est pas remboursé en labo de ville. Alors, il faudrait faire évoluer la nomenclature. La question qu'on se pose avec des biologistes, c'est qu'en fait, il y a des maladies génétiques pour lesquelles on peut doser dans les urines ou on peut doser sur une goutte de sang l'homocystéine et l'acide méthylmalonique. C'est des maladies génétiques de problèmes en B12. Et donc, on se demande si ce dosage qu'on applique aux enfants ne pourrait pas s'appliquer chez l'adulte. Mais pour le moment, on ne sait pas. Donc, une autre question dans la foulée. Donc, si le traitement proposé, la supplémentation B12, n'est pas efficace, quel traitement appliquer aux usagers massifs de protoxyde d'azote? Je vous laisse répondre les uns et les autres. L'arrêt de la consommation. Bon. Oui, c'est la prise en charge addictologique là, qui rentre, et psychiatrique. Alors, la B12 est une option thérapeutique essentielle pour les atteintes neurologiques. D'accord? C'est évident. Mais le problème, c'est que s'ils continuent leur intoxication, on aura beau leur apporter de la B12, ça ne marchera pas. Donc, voilà, l'enjeu, c'est l'arrêt. Je veux dire, les gens n'ont pas de problème d'absorption. Donc, s'ils arrivaient à avoir un arrêt complet, l'alimentation serait presque suffisante pour apporter de la B12. Alors, on préfère l'injecter ou en donner en quantité importante, mais voilà, l'apport de B12 avec la poursuite de la consommation expose au risque que la B12 soit totalement désactivée et finalement ne remplisse pas sa mission. Alors, là, il y aurait une rupture de stock de B12 là en France, j'ai entendu ça, et qu'elle serait disponible. Les choses. Elle serait disponible qu'en Péros et non remboursable. Bon, oui, il y a actuellement une carence de B12 en pharmacie, ce qui est un peu problématique. Alors nous, on a l'habitude à Neuro, avec les neurologues, de les faire en injection parce que au moins on est certain de l'administration, de la bonne prise.
chez des gens qui peuvent être éventuellement avec un déclin cognitif ou une certaine distance par rapport aux médicaments. Donc, au moins, quand c'est injecté, c'est pris, mais devant une carence des ampoules injectables, on leur prescrit de la B12 Péros. Ces jeunes n'ont pas de trouble de l'assimilation, c'est-à-dire que quand ça passe dans le tube digestif, ça arrive à passer dans le corps. Alors, on a une autre question, deux questions même, probablement plus pour Caroline. Est-ce qu'il y a des effets tératogènes du protoxyde d'azote? Et une autre question un peu similaire, y aurait-il des conséquences sur l'hérédité lorsque les personnes qui ont énormément consommé du protoxyde d'azote ont des enfants? Oui, ben ça, c'est des vraies questions. Là, je vais sûrement décevoir en disant qu'on ne sait pas grand-chose. En fait, ce que l'on sait, c'était sur le médicament Méopa, où effectivement la médecine, enfin les médecines du travail, il y a des normes. C'est pour le taux d'exposition des infirmières ou des professionnels de santé qui travaillaient auprès des patients pour qu'ils soient pas trop exposés. Mais le problème, c'est que là, on est face à des expositions qu'on n'a jamais connues, en fait. Les consommations des jeunes aujourd'hui n'ont rien à voir avec les expositions que pouvaient avoir même les infirmières qui assistaient les patients qui recevaient du protoxyde d'azote. Donc, à cette question-là, et vu ce niveau d'exposition-là, aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a rien qui nous permet d'évaluer. Alors, merci. Moi j'ai un cas de 2 patientes consommatrices de protoxyde qui ont eu des fausses couches, enfin qui avaient une grossesse et la grossesse n'a pas tenu. J'ajouterais que la B12 est essentielle au développement du tube neural. Et donc, si vous rencontrez ce type de situation, pour les gens qui nous écoutent, il faut les déclarer au centre de vigilance. D'abord parce que c'est réglementairement obligatoire et puis puisque ça permet de tracer après toutes ces données et donc de faire émerger des signaux, tout comme ça a été le cas lors des premiers constats d'addiction, comme en a parlé le professeur Vigneault. Une autre question intéressante, alors on n'a pas de sociologue avec nous là, mais des professionnels qui suivent des mineurs en situation d'exploitation sexuelle constatent des consommations intensives de protoxyde d'azote. Faites-vous aussi ce constat? Alors, je peux répondre pour l'addictovigilance où j'ai effectivement exposé l'évolution des effets recherchés et les contextes de consommation péjoratifs qui sont apparus au fur et à mesure du temps, avec des contextes effectivement de prostitution, avec des contextes très compliqués. Donc ça, nous, c'est un constat en addictovigilance qu'on a vu. Et puis, aujourd'hui, dans l'enquête soumission chimique, les collègues responsables mentionnent que le protoxyde d'azote fait partie des substances retrouvées dans les vulnérabilités chimiques aussi. Pour prolonger un peu cette question, puisque vous avez parlé des facteurs sociodémographiques de vulnérabilité les uns et les autres, donc on voit bien sujet jeune, historiquement quasiment exclusivement masculin, on voit quand même de plus en plus de femmes, alors peut-être moins chez les consommateurs massifs, quoique manifestement ça arrive. Est-ce que vous pourriez les uns et les autres dire aussi que les addictions, en particulier les addictions sévères au protoxyde d'azote, concerne en grande partie des sujets plutôt précaires ou en situation socio-économique basse? Moi, c'était mon impression, mais j'aimerais la partager ou la faire confirmer ou pas par vous. Moi, j'ai du tout venant en consultation, plutôt des jeunes, mais pas forcément en situation précaire sociale. Tu as de tout, en fait. Tu as du consommateur, on va dire, très festif, qui est dans un lycée chic privé, à quelqu'un qui fait rien dans une cité malfamée. On a de tout, en fait. Et on voit arriver quand même, pas que des jeunes en consultation, on voit arriver des plus de 35 ans bien insérés. Et qui ont des complications neurologiques? Moi, je parlais vraiment de ceux qui font des complications neuro. Moi, je vois que des gens en consultation qui sont compliqués, en fait. D'accord. Je vois pas les festifs, etc. D'ailleurs, il y a une carence de ce côté-là sur les programmes de prévention ciblés chez les jeunes avec le proto. Même s'il y a des petits trucs qui sont faits, ça reste globalement très insuffisant, quoi. Et on est peut-être qu'au début, alors même si là, il y a l'interdiction de vente grand public, alors effectivement, on peut parler de ça. Est-ce que les uns et les autres, vous pensez que ça va vraiment changer la courbe?
où maintenant que on va dire le mal est fait, les gens vont aller se procurer ailleurs le proto, on pense notamment à Internet. Quel est votre pronostic, on va dire, sur l'effet de cette mesure, même si elle était probablement indispensable? Ben, il faudrait arriver effectivement à bloquer les sites Internet parce qu'aujourd'hui, c'est des bouteilles et c'est sur Internet. Alors ça, est-ce qu'on peut arriver à bloquer Internet? C'est une question. Là, il faudrait un homme de l'art pour nous dire ça. Moi, ça, je sais. Mais ce serait effectivement la seule solution. Parce que ça se limite pas au proto, hein, l'accès aux produits sur Internet, malheureusement. Ok, je sais pas si Laurent ou Christophe, vous avez une opinion aussi sur l'impact de cette mesure. Non, moi regarde, je pense pas que ça aura un impact fort. Regarde avec les cannabinoïdes de synthèse chez les jeunes, enfin ça arrive un peu. Enfin non, c'est bien de l'avoir fait, c'est important, mais je pense que il faut qu'il y ait un consortium de professionnels de santé qui fasse quelque chose, quoi. C'est surtout ça. Alors, personnellement, je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée de l'avoir limité, ne serait-ce que pour donner un message, c'est-à-dire qu'on peut pas consommer sur la voie publique dehors, voilà, parce que c'est une substance qui convient pas, et donc au moins la police peut faire quelque chose là-dessus, parce que les policiers sont démunis des fois, ils disent auparavant, ils arrêtaient les personnes en disant qu'est-ce que vous faites là, laissez-nous, on est tranquille, on a notre bouteille de protoxyde, et puis il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal. Oui. Maintenant, ça l'est un peu. Donc, ça permet sans doute d'éviter une transmission en réseau en disant c'est pas un problème. Finalement, c'en est un petit peu. Donc, peut-être que pour les nouveaux consommateurs potentiels, ils peuvent réfléchir à deux fois avant de s'y mettre. Voilà, c'est une vaste question de savoir si l'interdiction a une vraie valeur de pédagogie, puisque le cannabis est censé être interdit aussi. Et donc, quand on va dans des concerts ou dans des lieux publics, on se dit que manifestement, ça n'empêche pas des gens de consommer en public, mais là aussi, je pense que c'est des enjeux qui dépassent largement le cadre médical. On a une question donc de Philippe Arvert, notre collègue addictologue de Grenoble, qui c'est une remarque et une question qui disait qu'en 2018, dans le cadre d'une formation, Bruno Revol à Grenoble avait rapporté le cas d'un étudiant en médecine mort d'un œdème pulmonaire. Donc je pense que ça faisait référence aux différentes complications que vous évoquiez. Est-ce que ce type de complications est rapporté, parce que ça peut être une coïncidence ou voilà d'avoir un œdème pulmonaire chez quelqu'un qui prend du proto? Est-ce qu'il y a eu plusieurs cas, et est-ce que effectivement ça peut être un effet secondaire plus ou moins rare? En fait, je pense qu'il parle du cas d'addictovigilance où effectivement il y a eu un décès par œdème aigu du poumon qui a été imputé en fait à l'inhalation du produit froid. Parce qu'en fait, quand il sort des bouteilles, il est extrêmement froid, et donc c'est ça qui a été. Donc effectivement, c'est le protoxyde d'azote, c'est le gaz, mais c'était aussi lié au froid, et c'était un cas effectivement dramatique. Alors les cas de brûlure par décompression du gaz sont classiques au niveau cutané, face interne des cuisses et puis des mains. J'ai un cas d'un patient qui a une brûlure du tractus ORL, parce que justement, il a inhalé du gaz trop froid, et donc il a été hospitalisé en ORL pour œdème laryngé suite à une brûlure au froid. Donc ce mécanisme existe. Maintenant, l'œdème pulmonaire, ça peut tout à fait exister, à moins que ce soit, il ait fait un OAP cardiogénique sur un mécanisme thromboembolique. Et alors, est-ce que justement ça repose pas la question de l'interdiction? Encore une fois, je dis pas que l'interdiction était une mauvaise chose, mais on sait que les produits qui sont interdits, donc qui après sont accessibles en vente illicite, et la composition des produits et le mécanisme d'inhalation n'est plus contrôlé, et donc est-ce que ça risque pas d'augmenter les risques liés à l'utilisation du produit chez des gens qui vont acheter un produit vendu sur Internet? Mais clairement, bien sûr. C'est toujours la même histoire d'interdiction, de la prohibition, etc., quoi. C'est peu fonctionnel. Donc, je crois que vraiment, il y a cet axe-là à prendre en compte, mais il y a vraiment l'axe de prise en charge à consensualiser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une prise en charge kiné des choses. Il y a plein d'intervenants qui doivent se mobiliser dans le programme, quoi. C'est surtout ça notre vraie
vraie question là actuellement, je pense. Désolé, j'ai été éjecté. Oui. Est-ce qu'on va pas avoir une filière de production de protoxyde illégale? L'avantage du protoxyde actuel, c'est que c'est un protoxyde propre, si j'ose dire. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des personnes qui vont finalement trouver des moyens d'acheter des très grosses bonbonnes de protoxyde et de les distiller dans des anciennes avec du protoxyde et avec d'autres choses? Alors après, depuis déjà 2023, si je ne m'abuse, l'amendement prévoyait une interdiction de la vente de l'équivalent de 10 cartouches. Donc les bouteilles qui étaient vendues sur Internet, de facto, étaient déjà ne respectaient pas la réglementation. On a alors je sais pas si c'est un témoignage. Oui, c'est un témoignage de quelqu'un qui dit le proto parfumé a des goûts fruités et disponible sur Internet. J'ai testé le protoxyde d'azote parfumé à la noix de coco. Avec un lien sur psychoactif. Je pense que c'est un témoignage d'usager. Donc, on voit bien que, encore une fois, pour pas reparler toujours la même chose, mais il y a toujours un curseur entre le fait de limiter l'accès, mais en même temps, quand on interdit, en termes de réduction des risques, on va plutôt augmenter les risques sur la composition des produits. Alors moi j'avais peut-être une dernière question ou une avant-dernière question, puisque tu as parlé, Christophe, de l'anémie de Myrmer. Est-ce qu'il y a des analogies dans les atteintes neurologiques carentielles entre l'anémie de Myrmer et l'addiction sévère ou les très fortes consommations de protoxyde d'azote, à la fois sur le plan neurologique pur et puis aussi sur le plan neurocognitif, puisque de plus en plus d'équipes travaillent sur l'impact cognitif des usagers sévères de protoxyde d'azote. Je crois que vous aviez fait une publi à Nantes, si je dis... Non, c'est à Montpellier, autant pour moi. C'est Hélène Perrer qui avait publié des données sur des mesures de MoCA chez des usagers sévères de protoxyde d'azote. Est-ce que les deux formes de carence en B12, alors on voit bien que c'est plus une inactivation qu'une vraie carence en termes de présence de la B12 dans l'organisme. Est-ce qu'il y a des analogies entre les deux ou est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Je ne sais pas pour le Birmer. J'ai essayé de chercher, mais le problème, c'est que les anémies de Birmer, souvent, elles viennent sur des âges un peu plus tardifs. Bien sûr. Et puis, c'est sans doute des constitutions beaucoup plus lentes. Et puis, ça arrive beaucoup plus lentement, mais effectivement, il existe des anémies de Birmer qui, par carence en B12, ont créé des complications neurologiques. Mais ce qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression qu'elles sont dans la description, elles sont moins importantes que ce qu'on voit avec le proto. Ensuite, il existe des cas de sclérose combinée de la moelle qui ont été découvertes de manière dramatique chez, par exemple, des patientes qui ont eu une gastrectomie pour une obésité et qui se retrouvaient avec des grosses carences vitaminiques et qui ne prenaient pas de complémentation en vitamine B12. C'est pour ça que chez les patients qui ont un traitement de l'obésité, souvent on fait un apport en vitamines. Bon. Et donc, il y a des analogies sur les mécanismes d'action, ça me paraît évident. Maintenant, ce que moi j'observe, c'est les patients qu'on reçoit à neuro dans des états graves, on n'arrive pas à les accrocher, ils ont une espèce de déclin intellectuel, cognitif, on n'arrive pas beaucoup à discuter avec eux, et puis toute l'équipe de soins est en difficulté. Et puis quand on les revoit volontiers 6 mois après, là ils accrochent mieux, donc on a l'impression que sur le plan cognitif, il y a un effet de la vitamine B12. Et c'est ce qui me fait dire aussi qu'en situation d'hospitalisation, un diagnostic psychique, psychiatrique sous-jacent est difficile à établir parce qu'il y a une espèce d'endormissement des fonctions cognitives. Et on a le cas de 2 patients qui sont en SSR. En SSR, en fait, ça s'est mal passé. Il commençait à aller mieux et ça s'est mal passé. On a fait le diagnostic d'un état borderline. Ce
Ça, c'est probablement pas spécifique au proto, hein, c'est-à-dire que faire un diagnostic de dépression ou de trouble anxieux chez quelqu'un qui est en plein sevrage d'alcool ou de cocaïne, c'est probablement pas le meilleur moment, mais en tout cas, il y a une spécificité de ce que tu dis du proto qui semblerait donner quand même des atteintes cognitives, sinon plus sévères en tout cas. Mais il faut les évaluer de toute façon, hein, les atteintes cognitives. On sait très bien, plus il y a un déclin, moins c'est fonctionnel au niveau du traitement. Donc, il faut voir qu'est-ce qui est touché en tout cas. Là où il faut voir les choses, c'est que la carence en vitamine B12 ou sa désactivation et les conséquences qui en découlent se fait sur tous les neurones. En fait, sur tous les neurones, et les neurones les plus fragiles d'abord, c'est-à-dire les neurones les plus longs, donc ceux du bout des pieds et de la moelle. Et puis c'est là où on le voit le plus parce que ça parle au niveau clinique. Mais mon impression, c'est que ça agit sur tout l'encéphale. Très bien, bah écoutez, d'abord je veux vous remercier tous les trois pour vos interventions. Une question, est-ce que vous accepterez de partager votre diaporama? Et sinon, les gens peuvent regarder le replay qui sera disponible dès aujourd'hui. Voilà, donc je fais un peu de pub pour la FPBN. Devenez membre, adhérez. Voilà, je voulais remercier aussi Addicted qui a fait de la publicité sur l'événement et donc il y a un site évidemment partenaire présidé par le professeur Benyamina. Je vous passe, est-ce que je peux passer la diapo suivante? Oui, le prochain webinaire de la FPBN qui porte donc sur les filicides, féminicides, familicides. Je vous fais de la publicité, mais vous ne pourrez pas participer en live parce que l'événement est complet. Malheureusement, on est très souvent victime de notre succès à la FPBN. Par contre, si le sujet vous intéresse, vous pourrez voir le replay le jour même de l'événement. Voilà, et je vous donne rendez-vous avec Amine Benyamina le 15 mai. Vous pouvez bloquer déjà la date où on fera un webinaire sur les écrans et le potentiel éventuel, potentiel addictif des écrans et les conséquences des écrans sur la santé. On parlera notamment du sommeil et de l'impact des écrans sur la jeunesse. Donc, notez bien cette date du 15 mai et on vous attend nombreux. Encore une fois, Laurent, Caroline, Christophe, un très très grand merci pour avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.